Cet organe est la source d'inspiration absolue de ces chercheurs. Le cerveau qui fait le maximum avec le minimum. Il n'y a pas d'autre définition sur Terre que cette intelligence biologique, et ce pour une consommation énergétique qui est effectivement très faible. Voilà, l'entité est totalement autonome en fait, donc c'est très différent d'un ordinateur qui est relié en continu au courant électrique. Sur ce principe, les scientifiques de ce laboratoire universitaire créent par exemple des puces embarquées permettant la conduite autonome de véhicules. Le modèle est alors la membrane située au fond de l'œil humain. C'est une caméra qui essaie de reproduire le comportement de la rétine biologique. Donc on est évidemment très proche du cerveau. On voit clairement qu'il y a plus d'informations qui vont être transmises dès que le mouvement est plus important et que globalement, on va disparaître de la scène si vraiment il n'y a plus aucun mouvement. On reproduit le fonctionnement du cortex cérébral. En copiant le mode d'apprentissage du cerveau, ils rendent l'intelligence artificielle légère et économe. Une obligation, par exemple, pour l'embarquer sur un satellite. Ce labo a ainsi conçu une puce capable de choisir des photos. Dans le satellite, ça servait à directement classifier les images comme étant exploitables ou non. Et si elles présentaient des nuages, on n'avait pas d'intérêt à l'envoyer vers la Terre et donc on choisissait de la supprimer. Et le réseau de neurones permettait d'effectuer ce tri directement à bord du satellite. L'étape ultime de l'IA est de reproduire la totalité d'un cerveau humain. Des équipes y travaillent. Mais si c'est possible, est-ce souhaitable ? Il faut essayer de développer des IA qui soient au service de l'humain et pas essayer de reproduire finalement d'autres entités qui seraient aussi autonomes que nous et qui auraient autant de légitimité à devenir des êtres vivants quasiment avec une définition plus large de la vie. Sans même aborder le débat éthique, les champs d'application sont énormes. Le cerveau n'a pas fini de rendre les machines intelligentes. Le cerveau au cœur de notre âme et de nos comportements. Dans le 19-20, ce soir, le professeur Frédéric Precioso, qui est spécialiste en intelligence artificielle, dans une équipe qui regroupe le CNRS, l'INRIA, exactement, mais aussi des laboratoires. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'il y a là-dessous, cette machine incroyable ? Alors, en quelques chiffres, le cerveau, c'est 100 à 500 milliards de neurones. Wow. Évidemment, l'évaluer, c'est quelque chose de difficile. Chaque neurone peut être connecté à 1000 à 10 000 autres neurones. Donc, c'est une quantité d'informations qui transitent très élevée. Est-ce qu'on a la possibilité d'être multitâche ? Parce que là, la vie moderne, c'est nous faire sans arrêt plein de tâches, être hyperactif. Ça, c'est bon pour notre cerveau ou pas ? Alors, des travaux récents réalisés par des collègues de l'INSERM ont montré que, contrairement à ce qu'on pensait, effectivement, le cerveau est un peu multitâche. Oui. Il sera beaucoup moins multitâche que nos smartphones ou nos ordinateurs, mais on n'est pas si mauvais que ça sur cette question-là. Dernière question, vous travaillez sur quoi exactement dans votre laboratoire ? Alors, on est un laboratoire de l'université, de l'INRIA et du CNRS, comme vous l'avez dit, et on cherche à développer des modèles mathématiques qui vont s'éloigner de la biologie par rapport au petit reportage que l'on vient de voir. Donc, on n'essaye pas d'être fidèle à la biologie, mais on va essayer de développer des modèles qui vont aider la décision de l'humain. Et donc, on développe les modèles qui sont aujourd'hui dans les voitures autonomes, la prédiction de la météo, etc. Des modèles qui aident l'humain, mais qui peuvent être dangereux. Parce que vous êtes là ce soir, parce que vous participerez à des débats sur un film qui va être projeté demain soir à Villeneuve et lundi, ce sera à Valbonne. Hein, c'est ça, c'est un film documentaire de Jean-Stéphane Bron, avec un scientifique qui dit qu'on peut peut-être hacker ce qu'on a dans notre cerveau. On l'écoute. Les grandes entreprises développent la stimulation cérébrale pour les citoyens lambda. Par exemple, on met une électrode dans la zone qui améliore l'attention et on devient plus attentif. On en rêve tous, non ? Imaginez, on l'a dans notre iPhone pour stimuler notre cerveau. Le voisin qui nous déteste ou nous aime bien peut le manipuler, peut le pirater. Du jour au lendemain, alors que vous étiez une personne sympathique, sensible, honnête, il fait de vous un assassin sanguinaire. Alors carrément, ça me fait peur, là, ce qu'il dit le scientifique. C'est possible ou pas ? C'est de la science-fiction ou pas ? On peut hacker, rentrer dans le cerveau comme ça ou pas ? Non, vous n'êtes pas d'accord, hein, c'est ça ? Non, c'est pas que je suis pas d'accord, mais dans ce reportage, dans cet extrait du film, on voit un des 5 scientifiques qui sont interviewés. Son travail, c'est d'analyser l'activité électrique du cerveau.
Et donc, il est capable d'échanger avec des patients qui sont atteints de la maladie du lockdown, c'est-à-dire que le cerveau reste actif, mais il est incapable de communiquer avec le reste du corps, donc de bouger les muscles. Et donc, en analysant ces signaux électriques, il est capable d'échanger avec le cerveau des patients en question. D'accord, mais répondez à ma question. Est-ce que c'est possible avec une appli de rentrer dans notre cerveau, de nous modifier? Non. Bon, Donc, voilà, déjà. non. Ce qu'on va être capable de faire, c'est d'analyser les signaux électriques et éventuellement d'en envoyer, exactement comme on faisait des électrochocs dans les années 50, à part que là, on va être beaucoup plus précis. Et donc, il y a la question de quel va être l'effet de ces électrochocs très pointus, très précis dans le cerveau. Dernière question. On connaît bien le cerveau sur le plan électrique. Par contre, sur le plan chimique, c'est pas ça, c'est ça? Tout à fait. Alors qu'on sait l'impact de la chimie dans le cerveau, il y a un certain nombre de maladies cérébrales qui sont traitées par de la chimie, la bipolarité par exemple. Et donc, ne pas avoir accès à cette activité-là comme on a pour l'activité électrique, c'est une limite évidente de la connaissance et de la compréhension qu'on a du cerveau. Vous nous avez rassuré ce soir sur la possibilité d'être hacké. En tout cas, cette semaine du cerveau, c'est passionnant. Vous pouvez aller sur le site internet semaine-du-cerveau.fr. Il y a plein d'animations, notamment la projection du film demain à Villeneuve et lundi à Valbonne. Il est